Bonjour à tous. Je vous fais une petite vidéo pour compenser le fait que j'étais pas là vendredi pour ce deuxième CM, et il y a quelques notions, notamment sur les vecteurs gaussiens, que vous aurez besoin pour le TD numéro 2 qui commence pour certains groupes dès lundi. Donc, bon, je m'excuse déjà pour mon absence. Voilà, j'habite en Normandie. La Normandie, vous savez, a été touchée par la neige, et du coup, c'était vraiment impossible de venir, impossible de sortir les voitures du sous-sol. La pente était trop raide, impossible. Donc voilà, on en est là. Alors, allons-y, je vais faire une vidéo qui va peut-être pas durer 2 heures, qui va durer peut-être... parce que je sais très bien qu'on va plus vite quand on fait des vidéos que le rythme qu'on a en amphi, et surtout quand j'écris sur un tableau. Donc mon objectif quand même étant d'aller jusqu'au moins au vecteur gaussien, voilà, pour ce que vous aurez besoin pour le TD numéro 2. Donc, premièrement, je reviens à... c'est parti, hein, je commence là où on s'était arrêté la dernière fois. On était arrêté sur les théorèmes de transformation de densité. Et donc sur ce théorème, je voudrais attirer votre attention parce que j'ai eu une remarque comment dire, assez pertinente d'un étudiant dans un groupe TD. Donc j'y viens. Alors voilà, ce que je voulais dire, c'était que vous voyez, dans les hypothèses de ce théorème-là, que vous avez déjà utilisé en TD, qui était le théorème de transformation de densité, on l'a utilisé pour le premier exercice de TD, où vous avez mis normalement assez de temps pour faire la question 1. En tout cas, dans mes groupes, j'ai mis pas loin d'1 heure. Pour transformer deux lois uniformes, deux vecteurs uniformes, deux variables uniformes qui formaient un vecteur aléatoire, qui formait un vecteur uniforme. Les lois étaient indépendantes, donc du coup c'était bien un vecteur uniforme. On a fait deux transformations successives en passant par la loi exponentielle, etc., pour arriver à un vecteur gaussien. Alors pour ça, moi en tout cas dans un de mes groupes, il y avait un petit détail, en tout cas dans la démonstration de ça, dont j'avais besoin. C'était pour montrer que l'application G qu'on construisait était bien un C1 difféomorphisme. Alors il y avait un petit problème dans la bijectivité, et je me suis rendu compte que peut-être ce théorème-là serait valable si on supposait plutôt quelque chose d'un peu moins fort qu'un C1 difféomorphisme, mais par exemple un C1 difféomorphisme par morceau, et quelque chose comme ça. Voilà, parce que j'étais amené à devoir distinguer deux cas dans mon groupe, en tout cas, au vu de la fonction arctangente. Voilà, pour être franc, j'ai pas encore eu le temps de me pencher sur la question du tout. De toute façon, dans la plupart des cas, cette définition est largement assez générale. Et puis, si jamais il y a une telle subtilité, vous en serez informé, ou alors on admettra notre erreur d'enseignant. Enfin, voilà, vous inquiétez pas, on sera complètement honnête avec vous. Donc, effectivement, je ne me suis pas penché sur la démonstration si j'affaiblissais un peu les hypothèses, mais c'est un peu ce que j'ai fait, si vous voulez, en dimension 1, dans la remarque du cours. En dimension 1, quand j'avais... vous voyez ce que j'ai marqué ici, les hypothèses du théorème de transformation de densité peuvent être moins restrictives, et on peut par exemple supposer que G est strictement monotone par morceau. Et donc je donne la démonstration dans cette remarque de ce théorème dans ce cas-là. Et donc la généralisation naturelle de strictement monotone par morceau, ce serait C1 difféomorphisme par morceau. Encore faut-il définir ce que ça veut dire, mais ce serait quelque chose du genre. Bien, alors j'en étais arrivé aux applications de ce théorème. Donc il y avait dans les applications de ce théorème, il y avait la première qui était... Alors attendez, c'est que je ne sais plus comment mettre une page de plus. Voilà. Dans les applications de ce théorème, on commençait par l'application d'une transformation affine. Donc là c'est pareil, je reviens 2 minutes là-dessus. Et puis ensuite la loi d'une somme. Donc d'abord, transformation affine. Je reviens 2 minutes là-dessus. Alors une transformation affine, donc déjà si je considère la fonction g, on a bien la fonction g, alors je vais peut-être écrire en noir, ça ira peut-être mieux quand même. Donc la fonction g, qui celle-ci va bien de Rn dans Rn.
dans ce cas-là. Elle va de Rn dans Rn, et puis par construction, comme on a Ax plus B, c'est la fonction qui a un vecteur x, bon, normalement écrit en colonne, mais je vous avais déjà dit que ça, comment dire, je m'affranchissais de cette contrainte de savoir à chaque fois si on devait écrire le vecteur en ligne ou en colonne, dès lors que l'opération a bien du sens. Donc là, c'est bien pour que ça ait du sens, une matrice A fois x, plus un vecteur B. Donc le vecteur B, celui-ci est également un vecteur de... Alors B, ça appartient à Rn, évidemment. B, c'est un vecteur de Rn, qui, ici, doit être forcément aussi écrit en colonne. Alors cette fonction G, voilà, donc c'est un difféomorphisme. Alors, je vais l'expliquer un petit peu. Donc premièrement, on prend une variable x quelconque, donc une variable x, un vecteur x aléatoire qui est défini sur un support dans Rn, et on prend y égale g de x. Donc, déjà, pourquoi est-ce que G est un C un difféomorphisme? Alors, facilement, ce qu'on peut voir, c'est que G est C1, en tout point. Pourquoi? Parce que quand vous faites le jacobien, la matrice jacobienne de G en n'importe quel point x, et ça va donner... alors, si on parle de déterminant de la matrice jacobienne, ça va donner du coup déterminant de A. Alors, je m'explique un tout petit peu sur ce petit détail, parce que je me souviens l'année dernière, j'avais eu des questions sur ça, alors, donc je m'explique sur ce détail. Je vais écrire la matrice A de cette manière, A1, 1 comme premier coefficient, etc., jusqu'à A1, n, et puis AN1 jusqu'à AN, n. Donc cette matrice A est inversible. N'oublions pas que c'est inversible, donc ce qui signifie que le déterminant est non nul, et c'est bien pour ça que ça a du sens ici qu'on mette au dénominateur. Alors, quand vous faites par exemple le premier coefficient de la matrice jacobienne, ça doit être la dérivée partielle de la fonction G1. Alors, je vais réécrire ce que c'est que la fonction G1 par rapport à la variable x1. Donc je vais me contenter, pour que vous compreniez bien, de justifier que ça, au point x, en un point x quelconque, ça donne bien le coefficient A11, pour que ce soit clair pour tout le monde. Alors, qu'est-ce que c'est que la fonction G1, déjà? Parce que je dois dériver cette fonction G1. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la première coordonnée de ce vecteur. C'est la première coordonnée de ce vecteur dans Rn. C'est-à-dire, quand on fait A fois un vecteur x, donc si j'écris ici, plutôt qu'écrire A, si j'écris A fois un vecteur x, donc je mets le vecteur x en colonne pour que ça ait du sens, et je donne le premier coefficient de cette matrice, du vecteur qui est le résultat de ce produit. Donc le premier coefficient, le AX, que je vais noter indice 1, c'est-à-dire le premier coefficient de cette opération matricielle, ça va être toute la première ligne A11 jusqu'à A1n multipliée par le vecteur x1, xn. Donc c'est-à-dire la somme pour i allant de 1 à n de A, alors c'est le premier coefficient qui reste fixe, donc A1i, je mets bien un point pour qu'on ne confonde pas le 1 et le i, donc A1i multiplié par les xi. Donc voilà le premier coefficient. Et du coup, quand vous ajoutez le premier coefficient, donc c'est-à-dire la fonction g1 de x, du vecteur x, ça va être ce premier coefficient, donc ça va être ax, le premier coefficient, plus la première coordonnée de b, du vecteur b. D'accord? Donc, quand vous faites la dérivée partielle de cette fonction g1 par rapport à la première coordonnée, uniquement par rapport à x1, par rapport à la première coordonnée, déjà le b1 va s'annuler. Ici, il n'y aura pas le b1. Et par linéarité, ça va vous donner la somme pour i
allant de 1 à n de la dérivée par rapport à G1, par rapport à x1, excusez-moi, par rapport à x1 de A1i fois xi. Voilà, donc quand on fait cette dérivée, il va rester, tout va s'annuler, parce que tout est constant, sauf ce qui est par rapport à la variable première coordonnée. Donc il va rester uniquement le coefficient A1, 1. Donc ce que je viens de montrer, c'est que la dérivée partielle par rapport à la première coordonnée de ax plus b, ça donne bien A1, 1. Etc. etc. C'est-à-dire que si je dérive toutes les autres coordonnées, ça me donnera bien uniquement la matrice A. Donc ce qui justifie ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que le déterminant jacobien, ou simplement la matrice jacobienne, c'est la matrice A, dans ce cas-là. Donc c'est pour ça que dans la formule du théorème de changement de variable, vous avez déjà la valeur absolue du jacobien de G au point G-1 de Y, sauf que en n'importe quel point c'est constant, c'est A, c'est pour ça que ça explique le dénominateur. Maintenant pour le numérateur, déjà facilement G est bijective, parce que hop, donc j'ai montré que G était C1, G est bijective, voilà, vous avez l'inverse. Vous avez l'inverse qui est donné ici. Hein. L'inverse G-1 d'un point Y quelconque dans Rn, comme A est inversible, et supposé inversible, eh bien c'est A-1, Y-B. Donc voilà, ça explique le théorème, elle est bijective évidemment, et du coup elle est aussi, ce que j'ai pas encore dit, mais du coup c'est évident quand on voit la formule, c'est que G-1 et C1 également. Donc G est bien un C1 difféomorphisme, ce qui veut dire que le théorème s'applique, et c'est un C1 difféomorphisme qui va de Rn dans Rn. Donc là il n'y a pas de aller chercher un ouvert plus petit que Rn, ça marche pour Rn tout entier. Voilà, je voulais vraiment revenir un petit peu sur cet état de choses. Alors, deuxième application importante du théorème, qui découle de la transformation affine, c'est la loi d'une somme. Donc la loi d'une somme, voilà, c'est cette chose-là. Oups. Donc la loi d'une somme, c'est cette chose-là. Je vais mettre un peu plus petit. Alors c'est l'exemple suivant, loi d'une somme, et ça j'en ai parlé un petit peu en première année, sans le démontrer, mais grâce à ce théorème, ça me permet de le démontrer. Donc je prends, vous voyez, la matrice, un vecteur aléatoire, quelconque, en dimension 2, alors je prends que la dimension 2, et z qui est la somme de x1 et x2, et je veux déterminer quelle est la loi de z. C'est l'objectif de cet exemple, hein, le but, c'est de déterminer la densité de z. Voilà. Alors comment faire? Eh bien, l'astuce, c'est de passer par une transformation de R2 dans R2, qui va être la suivante, c'est-à-dire qui va contenir le z que je cherche et qui va reprendre le même x1. Donc c'est-à-dire à la coordonnée x1, on ne va rien toucher. Vous voyez, on ne va rien toucher. C'est ce qui est marqué dans la transformation G. On laisse x1, on ne touche à rien. Ok, et la deuxième coordonnée est transformée en la somme. Donc ça, on peut l'écrire sous forme matricielle pour utiliser l'exemple qui précède, c'est-à-dire avec la matrice A qui vaut 1, 0, 1, 1. Quand on applique ça à x1, x2, x1, x2, la première coordonnée de ce vecteur, ça donne 1 fois x1, donc x1. On ne touche pas au vecteur x1, et la deuxième coordonnée, ça donne bien x1 plus x2. Donc j'applique le théorème de transformation de densité, plus précisément celui qui précède, c'est-à-dire que j'ai ça avec b égale 0, et puis avec la matrice A de GL2 de R, que je viens de préciser. Elle est bien dans GL2 de R, cette matrice A, elle est déterminant 1. Voilà. Donc je peux appliquer le théorème de densité. Voilà, et le théorème de densité vous dit f de ce vecteur-là au point x1z, c'est-à-dire un point qui est dans l'ensemble d'arrivée, c'est fx de g-1
Alors, bon, c'est là qu'il faut expliquer un tout petit peu, c'est pas non plus sorcier, de g-1 d'un point quelconque, x1, z, et on a vu dans l'exemple précédent que g-1, comme c'est la matrice A, il suffit de déterminer l'inverse de la matrice A. Donc c'est A-1 appliqué au vecteur x1z. Voilà, donc on détermine la matrice A-1. Voilà, je vous laisse vérifier que ça donne bien ça, c'est pas là qu'il y a de gros problèmes, hein. Il y a juste un moins qui est ajouté dans l'inversion de la matrice. Donc ça, ce que vous voyez ici, c'est exactement A-1, c'est G-1 là, dans fx, et puis au dénominateur, il n'y a pas parce que c'est divisé par 1 le déterminant de A. C'est l'exemple précédent. Alors une fois qu'on a ça, ce qui permet de... J'hésite pas à effacer, hein, si vous voulez revenir sur certaines choses, il vous suffit comme c'est enregistré de faire pause et de revenir en arrière. Je préfère me faire de la place et effacer un petit peu dès lors que je vois que j'en ai un peu trop sur une diapo. Donc une fois qu'on en est arrivé à déterminer fx1z, on veut, nous, simplement, je vous rappelle, le z. C'est uniquement z qu'on veut. Donc pour avoir la densité de z, il suffit de déterminer la densité marginale en intégrant par rapport à x1. Et on retrouve la formule que je vous avais donnée en première année. Je m'en souviens très bien, hein, que je l'avais donnée en première année, cette formule-là, donc qui peut se simplifier dans le cas où les variables sont indépendantes. Si on suppose ça, hein, et j'insiste seulement si on suppose ça, ça implique que la loi de z, ça je vais l'écrire parce que c'est important, la loi de z, donc je réécris que c'est exactement cette chose-là, vous voyez, c'est exactement ça. Et puis, voilà, dans ce cas-là, je peux le simplifier. C'est-à-dire que je peux écrire que c'est aussi égal, comme j'ai une... x1 et x2 sont indépendantes, le vecteur x, c'est le vecteur composé de x1 et x2, des deux lois x1 et x2, je peux écrire que c'est le produit des deux densités, par indépendance. C'est-à-dire, c'est fx1 de x1, de petit x1, multiplié par fx2 de z moins x2 et tout ça dx1. Et là, dans le cas, voilà, je rappelle seulement sous le cas d'indépendance, on a bien le produit de convolution, hein, c'est-à-dire que là on retrouve fx1 convolution, alors je fais une petite étoile pour symboliser la convolution, fx2 au point pardon, je me suis trompé ici, c'est bien x1, c'est pour ça que je me demandais ce que je faisais, c'est ce qui est marqué d'ailleurs, donc au point z. Voilà. Donc je répète en faisant attention que c'est bien seulement dans le cas où x1 et x2 sont indépendantes. C'est pour ça qu'il y a quand même un intérêt à considérer la transformée de Fourier aussi en proba et en statistique, parce que ça fait intervenir, la loi de la somme fait tout le temps intervenir lorsqu'on a indépendance un produit de convolution. Donc là encore, la transformée de Fourier fait sens. Donc je continue sur les applications de ce théorème. Vous voyez, je suis toujours sur les applications du même théorème. Alors je vais passer, parce que je n'ai pas le temps de tout expliquer, mais je vais passer le processus de Poisson, vous pouvez le voir dans le cours, quoi, hein. Je vais me concentrer sur loi d'un produit, puis ensuite sur les autres. Loi d'un produit, puis après je vais devoir présenter les 4 lois essentielles, enfin plutôt les 3 lois qui découlent de la loi normale, qui sont essentielles en cours de stats, c'est pour ça qu'elles sont déduites de ce théorème-là, et c'est pour ça que j'en aurai besoin. Alors d'abord la loi d'un produit. On a fait la loi d'une somme avec le même procédé, exactement le même procédé, sauf qu'on ne passe pas par une transformation affine, on peut quand même déduire la loi d'un produit. Donc je considère, comme tout à l'heure, le vecteur x1, x2, vecteur aléatoire à densité, de densité fx, et z, le produit. Et l'objectif de cet exemple, c'est déterminer quelle est la densité de z. Donc pour déterminer la densité de z,
encore une fois de manière artificielle, je vais considérer le vecteur z et x1, où la première coordonnée x1 va pas, va pas du tout être bougée. Donc on considère la fonction g suivante, et c'est là qu'il va y avoir par contre un travail un peu plus technique. Je considère cette fonction g qui va de u qui est r étoile croix r dans R2. Dans R2. Alors, elle va induire un C1 difféomorphisme. Alors là, je précise aussi, quand je dis elle va l'induire, c'est-à-dire qu'elle va l'induire en allant de u sur son image, sur V qui est égal à G de U. Et dans cet exemple, j'affirme que l'image, c'est R étoile croix R, c'est-à-dire U égale V. Voilà. U égale V. Alors, pourquoi déjà c'est vrai? Alors pourquoi déjà ça c'est un C1 difféomorphisme? Ensuite on verra que du coup ça a du sens parce que dans mon théorème je dis que c'est valable pour U, un ouvert qui est R puissance n privé d'un ensemble S où S est un ensemble de mesures nulles pour la mesure de Lebesgue dans, du coup ici dans R2. C'est-à-dire qu'on doit trouver quelque chose de dimension 1 en fait, dimension affine 1. Et donc là on va trouver l'ensemble U, c'est simplement R2 privé de 0 croix R. Voilà, et ça c'est une droite, donc c'est bien un ensemble de mesures nulles, donc le théorème va s'appliquer. Alors maintenant je précise pourquoi cette application est bien C1 difféomorphisme. Alors déjà, G elle est C1. Pourquoi? Quand on calcule les dérivées partielles, dG1 par rapport à x1, en un certain point x, je ne spécifie pas le point pour l'instant, si je spécifie le point, j'ai pas envie de faire les choses à moitié, au point que je note x qui est le point x1, x2. Donc G1 c'est la première coordonnée, donc ça fait 1. Ensuite d de G1 par rapport à la deuxième coordonnée, c'est 0 parce qu'il y a au point x, pardon, c'est 0 parce qu'il n'y a que x1, donc quand je dérive par rapport à x2, il n'y a rien. Maintenant, dg2 par rapport à dx1, c'est x2. On a x1, x2, donc la dérivée par rapport à x1, ça donne x2, et puis dans l'autre sens, c'est x1. Dérivée de g2 par rapport à x2, ça me donne x1. Donc voilà d'où vient la matrice jacobienne ici. Voilà, et ce déterminant jacobien est non nul dès lors que x1 est non nul. Mais ça c'est le cas parce que si on est dans U, U c'est R étoile croix R. Donc le déterminant jacobien est non nul, et ce qui justifie que G est C1 sur U tout entier. Voilà, C1 sur U. Maintenant, l'application inverse, c'est-à-dire G va être bijective également. G va être bijective. Alors pourquoi? Donc G va être bijective, il suffit de montrer qu'elle est injective et surjective. Alors je fais vraiment le détail, vous m'excuserez, mais je pense que c'est utile. Donc x1, x2 égale x1 prime x1, x2 prime et prime. Et l'injectivité, c'est montrer que x1 égale x1 prime et x2 égale x2 prime. Donc déjà, ça implique directement par la première coordonnée que x1 égale x1 prime. Et la deuxième coordonnée implique que x1, x2 est égal à x1, x2 prime. Et comme, et là c'est important, comme x1, ça joue son rôle ici, comme on est dans U, x1 est différent de 0 et on peut simplifier. Donc c'est-à-dire que x2 égale x2 prime. Donc G est bien injective. Dès lors qu'on a ça, on doit montrer que G est surjective. Donc pour montrer que G est surjective, on prend un élément quelconque dans l'ensemble d'arrivée, c'est-à-dire je vais prendre par exemple un x1z dans l'ensemble d'arrivée qui est V, qui est le même que l'ensemble de départ. C'est-à-dire qui est R étoile croix R.
là, et je dois chercher est-ce que cette... alors, je vais poser pour l'instant la question, et puis ça va me... Est-ce qu'il existe x1, x2 appartenant à U, tel que x1, x2, et ça va me donner l'application inverse. Quand on fait la surjectivité et qu'on a montré l'injectivité, ça nous donne l'application inverse directement. Est-ce que ça va être égal à x1z? Est-ce qu'il existe x1, x2 tel que ça c'est égal à x1z? Déjà je vois facilement que x1 c'est bon, x1 existe, et du coup il suffit de poser x2 qui est égal à z sur x1. x1 étant non nul, c'est autorisé. Donc voilà, on a l'application inverse. L'application inverse, ça va être g-1, qui va donc de v, parce que j'ai trouvé un inverse pour tout le monde, et comme g est injectif, c'est bien l'application inverse, elle est unique, donc c'est la seule. Donc c'est l'application qui a x1z associe x1 et z sur x1. Bien, donc ce qui me montre que G, déjà on a vu que G était C1, que G était bijective, et là je viens de voir que l'application inverse est C1. On n'a pas besoin de calculer le jacobien, mais ça se voit directement, c'est C1. Au moins pour x1 non nul. Donc voilà, tout est dit, et il n'y a plus qu'à appliquer le théorème. Donc le théorème dit, alors je le détaille un petit peu, pour aller un petit peu moins vite que comme c'est marqué, donc x1z, la densité de x1z, alors c'est la densité de x1, x2 au point g-1 de xz, c'est-à-dire au point x1 et z sur x1, est divisé par le déterminant jacobien en valeur absolue. Donc le déterminant jacobien, on l'a calculé, c'est valeur absolue de x1, il est ici. Donc x1 qui est non nul, ça a vraiment beaucoup d'importance ici forcément. Et le théorème me dit que je dois multiplier par l'indicatrice de l'ensemble V pour x1 et puis le nombre z. Mais l'indicatrice, et là vous reconnaissez la formule qu'on a déterminée, enfin que j'ai écrit dans le poly ici, modulo quand même le fait que ici l'indicatrice n'est pas la même, mais appartenir à V, c'est équivalent, ou c'est oui, c'est tout à fait équivalent au fait, vu que j'ai aucune contrainte sur Z, dans le fait d'appartenir à V qui est égal à R étoile croix R étoile, donc c'est la même chose que l'indicatrice de R étoile de X1. Bon, quelque chose qui n'est pas trop gênant parce que R étoile est de mesure, comment dire, 0 et de mesure nulle dans R. Donc c'est quelque chose qui va vraiment pas être très gênant quand on va intégrer pour déterminer la loi marginale, parce que je vous rappelle que c'est ce qu'on veut. On veut la loi de Z, donc on intègre toute cette fonction de densité par rapport à la variable x1. Donc c'est ce que je fais ici, et j'intègre sur R étoile, qui est la même chose que d'intégrer sur R. Ou alors, du moins, je peux séparer cette intégrale en deux. Voilà. Donc ça dépend de fx. Si j'ai une indépendance, je peux séparer, etc. Mais là, je n'irai pas plus loin que ce résultat-là, qui ne va pas simplifier, au moins avec le cas que j'ai présenté ici, qui ne se simplifie pas plus. Bien. Alors, j'en viens maintenant à une autre application. Je vois que ça fait déjà une demi-heure que je parle, j'ai fait que 2 exemples. Donc je vais essayer d'accélérer un petit peu, peut-être pas détailler tous les calculs. Je vais vous parler de la loi de Qui2. Il y a 3 lois que je dois vous présenter, qui sont les 3 exemples qui arrivent ensuite. Donc d'abord la loi de Qui2, voilà, qui va être dont j'ai besoin. Je la coupe un peu mieux. Voilà, hop, je la mets là, et ça, j'enlève, je pense que j'ai fait. Voilà, loi de Qui2. Donc la loi de Qui2, déjà, je vous lis sa définition. Donc Z désigne un vecteur aléatoire dont les composantes sont
identiques et indépendantes, sous-entendu mutuellement, et chacune des coordonnées suit la loi normale centrée réduite. Donc c'est-à-dire que quel que soit i, f, zi de, je vais noter z, c'est la gaussienne, c'est-à-dire 1 sur racine de 2pi, la gaussienne centrée réduite, 1 sur racine de 2pi exponentielle moins z carré sur 2. Donc quel que soit i. Bon voilà, c'est la première chose. Donc j'ai un vecteur dont toutes les composantes sont des lois normales standards. Maintenant, je vais désigner par k le vecteur qui est la norme de z au carré, où norme désigne la norme euclidienne, c'est-à-dire que je fais la somme de chacune des coordonnées au carré. Bien, et cette variable, que j'ai définie ainsi k, s'appelle la loi de Ki2 à n degrés de liberté. Et j'insiste sur le fait que les n variables loi normale centrée réduite doivent être mutuellement indépendantes pour que tout ceci soit valable. Donc cette variable s'appelle la loi de Ki2 à n degrés de liberté et se note en général Ki2, donc la lettre grecque Ki. Alors au passage, Ki peut s'écrire, quand on veut l'écrire en français, on peut l'écrire soit K-H-I, soit C-H-I. Donc il y a une écriture francophone, une écriture anglophone. Alors par contre, je ne sais plus quoi vous dire qui est qui, mais je sais que ces deux écritures sont valables pour écrire la lettre Ki. Alors sinon, évidemment, nous on va l'écrire souvent comme ça, comme en grec, la lettre Ki. Donc Ki2. En première année, ou alors dans le polycopier de cours, avec le théorème de transformation de densité dimension 1, on a seulement parlé de la loi de Ki2 à 1 degré de liberté, avec le théorème de changement de variable en dimension 1. Et je vous rappelle ce petit calcul. Donc si, alors je rappelle ce petit calcul, c'est-à-dire je considère Z1 qui est une loi normale, de moyenne 1 et de variance 1, et puis je considère la variable qui va être y qui est égale à z1 carré. Donc on a fait cet exo là en première année. Et je veux montrer que y, je veux déterminer la loi d'y. Pour ça, je peux utiliser le théorème de transformation de densité en dimension 1 en le décomposant en deux morceaux, parce que la fonction carré, la fonction g de x égale x carré, elle n'est pas strictement croissante. Elle est d'abord décroissante, puis ensuite croissante. Donc on sépare en deux, on somme. Ça c'est la première méthode et ça nous donne la densité. Pour y, alors là je l'ai noté y1, donc pour la variable qui est strictement positive, là, si la variable est strictement négative, la probabilité qu'un carré soit inférieur à cette variable est nulle. Donc il suffit de considérer le cas indicatrice de l'image de G en quelque sorte, c'est-à-dire ici c'était R+, ou R plus étoile. Donc la deuxième méthode que j'avais présentée en TD en première année, c'était de passer par la fonction de répartition qui en fait n'est qu'une réinterprétation du fait que la fonction de répartition permet de démontrer le théorème de transformation de densité en dimension 1. C'est-à-dire, donc pour avoir le raisonnement, là, cette méthode-là dit que si je veux avoir la densité de y, il suffit que je détermine la fonction de répartition pour ensuite la dériver. Donc, pour la fonction de répartition, la définition de la fonction de répartition, c'est probabilité que la variable soit inférieure que la variable aléatoire soit inférieure à la variable de la fonction de répartition. Donc, z1 carré inférieur à y1. C'est-à-dire, si y1 est positif, je peux décomposer ça en z1 compris entre moins racine de y1 et racine de y1. Autrement dit, fonction de répartition de Z1, c'est-à-dire probabilité que Z1 inférieur à Y1, moins probabilité que Z1 soit inférieur à moins racine de Y1. Propriété également vue en première année. Et toujours pour le cas Y négatif qui vaut 0. Donc on dérive cette relation-là pour avoir la fonction de densité de la variable Z1 carré. Et on obtient facilement cette quantité-là. Donc, comme les variables z1 jusqu'à zn sont mutuellement indépendantes, il en va de même des carrés de ces variables,
Et donc, elles ont chacune, au passage aussi, la même loi que Z1 carré. Donc quand je considère la densité de K, c'est la densité de la somme des ZI carrés. Je vous rappelle, K, c'est la somme des ZK carrés. Et bien comme elles sont toutes mutuellement indépendantes, je vous renvoie à l'exemple de la somme qu'on a fait ici, et je vous ai bien dit produit de convolution, dès lors que les variables sont indépendantes. Bon, évidemment, ça se généralise par récurrence à n variables plutôt que 2 variables. Voilà, et donc on peut, en faisant cette petite, cette petite récurrence sur n, on peut démontrer cette formule-là. Il suffit de calculer le produit de convolution de ces n fonctions de densité des zi carrés. Alors ça fait intervenir naturellement la fonction gamma. La fonction gamma, je vous rappelle l'écriture de la fonction gamma. Gamma de z. D'ailleurs, je crois que je l'ai rappelé dans le polycopier, mais peut-être plus loin. Ou pas, je ne sais plus. Peut-être pas. Oui, il me semblait pourtant l'avoir rappelé, mais peu importe. Donc gamma de z, alors je vous passe les résultats d'analyse complexe pour la définition de la fonction gamma. Elle est définie dans une certaine région du plan complexe C, mais c'est t à la puissance, alors je ne dis pas de bêtises, z exponentielle moins t dt. Oui, c'est ça. Z moins 1, excusez-moi. Z moins 1 exponentielle moins t dt, c'est ça. Donc ça, c'est la fonction gamma qui va apparaître naturellement dans le produit de convolution quand on fait la récurrence. Bon, peu importe, c'est-à-dire que la fonction de densité n'a pas grand intérêt, si ce n'est de faire des calculs numériques pour avoir la table de cette loi. Quand je dis table, c'est-à-dire, je vais à la fin du poly et je vais vous la montrer. Donc on a déjà parlé de la table de la loi normale centrée réduite en première année. Donc table de la loi normale centrée réduite, voilà, c'est-à-dire la fonction de répartition au point x. C'est ce que vous donne cette table. Donc on peut aussi avoir des tables de la loi de Qui2 parce que intégrer la fonction de densité qui était donnée, c'était impossible. Donc cette table vous donne des valeurs approchées. Vous verrez en TD plus précisément comment déterminer, comment lire cette table, comment l'utiliser. Donc voilà, ça c'est la loi de Qui2 qui va être très important dès qu'on va faire des tests des tests d'hypothèse par intervalle. Alors ensuite, voilà, j'en suis ici, loi de Qui2, maintenant loi de Student. Alors, loi de Student, donc ce qu'il faut retenir, c'est principalement la définition de la loi de Qui2, c'est-à-dire qu'était la somme de carrés de loi normale, centrée réduite. Alors pour la loi de Student, donc c'est pareil, il y a des choses à retenir, des calculs qui sont intéressants, mais qui ne sont pas, fondamentales à retenir. Vous pouvez voir le détail sur le cours, je ne vais pas tous les présenter ici. Mais j'en donne la démarche quand même générale. Donc je prends une variable k, une variable z, variables, c'est-à-dire dans R, qui sont indépendantes, et je suppose que k c'est une loi de Qui2 à n degrés de liberté, donc voir l'exemple précédent, et z une loi normale centrée réduite. Et on pose t qui est z divisé par racine de k sur n. Et ça s'appelle la loi de Student à n degrés de liberté. Donc le degré de liberté, c'est le même que la loi de Qui2 qui est sous-jacente. Donc dans le cours, je vous propose un petit calcul pour déterminer la fonction de densité de la variable t en passant par le théorème de transformation de densité. Donc c'est pour ça qu'il a un intérêt, j'en parle quand même assez rapidement. Donc pour déterminer la densité de t, on passe par un couple, comme on l'a fait pour la loi d'une somme, la loi d'un produit. Donc on passe par le couple tz. Oui, donc là c'est un z. Alors là, il faudra le corriger dans le cours. Je vous invite à corriger. Ici, c'est un z. Voilà. Donc, le vecteur tz qui va être égal à l'image par une certaine fonction g du vecteur zk. Et donc, l'image est donnée par cette fonction-là, c'est-à-dire la définition de la variable t et puis la variable z qui ne va pas bouger.
Donc là, il y a tous les calculs usuels, c'est-à-dire de vérifier que G induit bien un C1 difféomorphisme de U dans son image, et je vous donne l'image, vous vérifierez que ça marche. On arrive dans R, croix R plus étoile, et aussi le fait que U, c'est bien R2 privé d'un ensemble de mesures nulles dans R2. Donc, je vous laisse vérifier tous ces petits calculs. Le jacobien, donc on fait les différentiels, on calcule le déterminant, et on applique ensuite le théorème de changement de variable en n'oubliant pas l'indicatrice de V, c'est-à-dire de R croix R plus étoile pour excusez-moi, pour les variables t racine de z sur n fois z, et z. Donc comme aucune contrainte sur la première, ça implique juste de faire la contrainte sur la seconde qui est z. Donc voilà la fonction de densité du couple, et comme elles sont indépendantes, je peux scinder, c'est-à-dire écrire le produit. Donc j'ai le produit de la densité de la gaussienne fois la densité de la chi2 qui a été déterminée à l'exemple précédent. J'essaie de simplifier, je mets ensemble les équations 1 et l'équation 1,1 et l'équation 1,2, donc c'est-à-dire que je rajoute le terme ici que j'avais pas mis dans l'équation 1.2. Donc ça me donne cette quantité-là. Alors pour avoir la densité maintenant de t, de la loi de Student, il suffit d'intégrer par rapport à la variable z, cette fonction-là. Alors à chaque fois, il faut que vous remplaciez, n'hésitez pas à remplacer ça par z, parce que sinon ça n'est pas correct. Donc à chaque fois, c'est z. Non, c'est... Alors attendez, je dis une bêtise, c'est bien... Terminons la densité, donc avec la fonction g, c'est ça, et oui, bah peu importe ce que c'est en fait. C'est K, c'est K. Donc excusez-moi, oui voilà, j'ai dit une bêtise, c'est bien K. Vous ne changez rien, c'est bon, c'est bien K. Donc je reprends pour dire que j'ai pas dit de bêtises. Donc TK, parce que la variable qui correspond à la loi de Ki2 n'a pas été bougée, c'est Z ici. Elle n'a pas été changée, mais il faut bien que ce soit la variable de Ki2 parce que j'ai la formule ici, et dans la formule de T, c'est bien la variable K. Donc voilà. Après, ce que je sais quand même, c'est que ici, FZK, Z est bien une loi normale centrée réduite et K une loi de Ki2. Donc là, je peux scinder et faire tout ce que je viens de vous dire. Donc voilà, c'est tout. Donc il n'y a pas de problème dans l'énoncé, il n'y a rien à changer finalement. Ensuite, donc j'intègre par rapport à Z. J'intègre par rapport à Z et je peux faire le changement de variable pour calculer cette intégrale qui paraît horrible, mais qui ne l'est pas tant en fait. Quand vous faites le changement de variable, ça fait assez naturellement apparaître une fonction gamma avec ce que je vous ai, la définition de la fonction gamma que je vous ai réécrite précédemment. Comme pour la loi de Ki2, vous trouverez une table associée à cette loi, et cette loi sera très utile pour faire des tests d'hypothèse. Dernière loi que je veux vous parler, c'est la loi de Fisher. Alors oui, d'abord, avant de parler de la loi de Fisher, la petite remarque ici, qui est intéressante, que je ne vais pas démontrer, mais qui a son intérêt, c'est-à-dire qui justifie bien que je puisse utiliser cette approximation, en quelque sorte, d'une N01, c'est-à-dire que la loi de Student, elle est pertinente, c'est-à-dire elle est pertinente à partir d'un certain seuil qui est pour les N qui sont assez petits. Quand je dis petit, c'est plus petit que disons une centaine de valeurs, 120 valeurs, parce que on a une convergence en loi. Alors là, je ne vais pas le démontrer, mais on a une convergence en loi de la loi de Student vers la loi normale centrée réduite. Et en pratique, on devient très très proche lorsque n est plus grand qu'une centaine de valeurs. Donc quand n est assez grand, c'est-à-dire plus grand qu'une centaine de valeurs, la loi de Student, on peut l'oublier. C'est-à-dire il suffit de se rappeler la loi normale, c'est tout. Dernière loi très importante que je vais vous parler avant de parler des vecteurs gaussiens, c'est la loi de Fisher. Donc, la loi de Fisher, sa définition, la voici. Donc, je vais avoir besoin de ça et de la suite. Excusez-moi, je screen un peu tout pour pouvoir tout avoir. Voilà. Donc, la loi de Fisher est la suivante. Donc, la loi de Fisher, on part de deux lois de Ki2 qui ont des degrés de liberté respectivement notés D1 et D2 qui sont indépendantes. Je
qu'il manque un S, alors faudra peut-être le rajouter. Et on considère le quotient K1 sur D1 divisé par K2 sur D2, et on dit que ça, par définition, c'est la loi de Fisher-Snedecor, en hommage à Carl Fischer et Snedecor, je ne me souviens plus de son prénom, mais qui ont pour la première fois utilisé ces notations. Souvent, on utilise simplement loi de Fischer. Donc à D1 et D2 degrés de liberté, qui sont les deux paramètres qui déterminent entièrement cette loi. Donc on la note souvent F calligraphié D1, D2. Donc là, je vous propose dans le poly de faire le même procédé, et je le détaille assez pour la loi de Fischer, donc je ne vais pas en reparler ici, je vous renvoie au polycopier qui permet d'avoir la densité de la loi de Fischer, avec le même procédé, hein, c'est-à-dire qu'on considère la variable g, la fonction g qui va induire un C1 difféomorphisme sur son image, et K1F va être l'image de K1, K2 par la fonction g. Donc on pourra ensuite intégrer la densité obtenue par rapport à la variable correspondant à K1 pour avoir la densité de F, bla bla bla, et on obtient la densité de F qui est quelque chose d'assez affreux, mais peu importe, ça permet d'en avoir des valeurs numériques qui vous sont données dans les tables en annexe. Voilà. Donc ces quatre... il va y avoir une importance cruciale de ces quatre lois qui vont être, alors j'en fais juste un léger petit résumé ici, vraiment parce que c'est très important pour la suite. Donc vous allez avoir quatre lois. Donc la première, c'est la loi normale, qu'elle soit centrée réduite ou non, mais la loi normale de moyenne nue d'écart type sigma carré, de variance sigma carré, donc qui est la gaussienne, quoi, centrée quelque part, centrée en mu, et puis avec à mi-hauteur environ une longueur de sigma. Voilà, c'est en gros ça seulement qu'il faut se rappeler. Vous n'avez même pas besoin de savoir que c'est l'écriture exacte de la fonction gaussienne, parce que ce qui va nous servir simplement, c'est de savoir lire dans les tables pour faire des tests d'hypothèse. Je ne dis pas que les densités ne vont être utiles dans aucun exercice, mais pour faire des tests d'hypothèse, c'est seulement ça qu'on a besoin. De cette loi normale, on en déduit la loi de Ki2, comme je vous ai indiqué. La loi de Ki2 a n degrés de liberté. Ce qu'il faut se rappeler, c'est simplement la définition, c'est-à-dire que K, c'est Z1 carré plus, etc., 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 jusqu'à Zn carré, avec les Zk qui sont toutes des lois N01 et qui sont mutuellement indépendantes. Donc je vais le rajouter ici, mut ind. Vous comprendrez que ça signifie mutuellement indépendante. Et donc ici, ce qui m'intéresse également, c'est pour les tests d'hypothèse, c'est pas la vraie expression de la densité, mais simplement la représentation graphique, l'allure graphique qu'a sa fonction de densité. Donc l'allure graphique, c'est la suivante, c'est quelque chose qui fait comme ça, qui dépend du degré de liberté selon comment elle est aplatie, la hauteur, etc. Mais ce qui est essentiel de remarquer, c'est qu'il n'y a aucune symétrie, c'est-à-dire il n'y a que des valeurs positives. Ça paraît assez logique parce qu'on a une somme de carrés. Donc voilà, il faut se rappeler seulement de ça pour les raisonnements, pour lire dans la table. Ensuite, on a la loi de Student. La loi de Student qui est notée T de n. Alors, elle s'écrit, donc c'est une loi T qui est Z divisé par racine de K sur n, où Z c'est une N01, K une loi de Ki2, à n degrés de liberté. Et hypothèse, c'est que Z indépendante à K. Donc ça, c'est une loi de Student, et là encore, je vous renvoie seulement à la seule chose qu'il faut se souvenir, c'est que la loi de Student ressemble cruellement à une loi N01. La densité de la loi de Student ressemble cruellement à une loi N01, et comme je vous l'ai dit, il y a une convergence en loi, c'est-à-dire que quand n devient grand, bah, c'est exactement la N01, très très proche. Donc tous les raisonnements de symétrie de la N01 vont s'appliquer à la loi de Student. Donc c'est pour ça qu'elle est pertinente. Enfin la dernière, la loi de Fischer, donc que j'ai noté F calligraphié, qui dépend de deux nombres, qui sont les deux degrés de liberté des deux lois de Ki2 sous-jacentes, D1 et D2. Donc elle s'écrit de la manière suivante, K1 sur D1
et K2 sur D2, où K, donc j'ai noté KI, pour I égale 1 et 2, c'est une loi de qui 2 à DI degré de liberté, et K1 est indépendante de K2. Et il faut se souvenir de l'allure graphique de la fonction de densité qui est comme qui n'a pas exactement la même fonction de densité, mais qui a la même allure graphique, en tout cas, qui démarre à 0. C'est ça qu'il faut se souvenir, et qui dépend fortement aussi des deux paramètres qui sont des 1 et des 2. Donc n'hésitez pas à reprendre vraiment cette slide là pour quand pour les applications pratiques de ce cours de statistique. C'est vraiment ça qui va vous permettre de faire des tests d'hypothèse, et en entreprise, c'est que des tests d'hypothèse qu'on a besoin. On fera que ça, vous ferez quasiment que ça. Alors il y en a d'autres, je reparlerai d'autres types de tests d'hypothèse, mais avec ces 4 lois et les théorèmes de convergence qu'on va voir dans les chapitres futurs, on peut faire quasiment tout. Bien, j'en viens à un petit chapitre sur la corrélation, pour définir covariance et corrélation. Donc je ne veux pas m'étendre non plus, donc je me contente de faire un screen et puis d'en parler. Et je ne vais pas refaire les démonstrations, je préfère me concentrer et que la vidéo ne soit pas trop longue, et me concentrer ensuite sur... mince, je ne vais pas faire ça. Me concentrer ensuite sur les vecteurs gaussiens. Alors, voilà, c'est plutôt ça que je veux. Hop. Donc, je commente un peu cette slide, enfin cette page du cours. Alors, donc c'est un peu petit, n'hésitez pas à zoomer, c'est une vidéo, on peut tout faire. Donc, je vais présenter une section qui va être assez brève, mais qui permet de définir algébriquement ce que va être la covariance et la corrélation de deux variables aléatoires. Donc pour ça, on se passe dans un espace probabilisé, c'est-à-dire un univers, une tribu et une mesure de probabilité P. Et on note l'ensemble des variables aléatoires qui vont dans R à partir de oméga, c'est-à-dire tel que tout événement qui est dans la tribu associée à R, que ce soit la tribu des Boréliens ou la tribu des parties lorsque la variable est discrète, donc tout événement qui est à droite, son image réciproque doit être dans la tribu T. C'est ça une variable aléatoire, je vous le rappelle. Et l'ensemble des variables aléatoires constitue un espace vectoriel sur R. On considère que les variables réelles, donc ça forme un R espace vectoriel. C'est-à-dire que si x, y sont deux variables aléatoires de oméga dans R, alors toute combinaison linéaire est toujours une variable aléatoire. Et on note ensuite l'espace LP sur oméga, qui va être l'ensemble des variables aléatoires admettant un moment d'ordre P. Donc moment d'ordre P, c'est-à-dire tel que espérance de x puissance P. Alors je vous rappelle, supposons que ce soit des variables à densité, simplement, espérance de x, c'est l'intégrale sur R de x fois fx de x dx. Bon, évidemment, je ne l'ai pas trop rappelé, parce que ça, on l'a vu en première année abondamment. Donc maintenant, si je rajoute un k par la formule de transfert, puissance k ou puissance p, il suffit de mettre un x puissance k, c'est tout. Donc si cette intégrale est finie, eh bien, ça signifie que x appartient à lk, donc là j'ai pris un k, lk d'oméga. Voilà, la variable aléatoire x appartient à lk de oméga. Alors cet espace lk de oméga, c'est un sous-espace vectoriel de l'ensemble des variables aléatoires, évidemment, c'est-à-dire c'est stable par les opérations combinaison linéaire, donc vous vérifiez assez facilement par la linéarité de l'intégrale. Et de plus, on peut définir une semi-norme. Alors je m'explique pourquoi le qualificatif de semi, c'est là qu'il y a quelque chose d'un peu technique. Donc on considère l'application qui va donc de LP dans R+, qui a une variable aléatoire x associe espérance de valeur absolue de x puissance p à la puissance 1 sur p. Donc cette application, pour qu'elle définisse une norme, elle doit vérifier tous les axiomes d'une norme, c'est-à-dire si
comment dire, c'est-à-dire l'inégalité triangulaire, l'homogénéité, et puis l'aspect défini positif, surtout défini. C'est-à-dire si norme de x, la norme P de x vaut 0, on doit conclure, pour affirmer que norme P est une norme, on doit conclure que x est la variable nulle. Or, si on a xp égale 0, ça signifie simplement que l'intégrale sur R de valeur absolue de x puissance p fx est nulle. Cependant, donc, bon, avant de conclure que ce qui est dans l'intégrale est nul, il faut prendre des précautions, c'est-à-dire une densité, ça peut être discontinu. Une densité en général, c'est continu par morceau. Vous voyez par exemple la loi uniforme, ça fait un plateau, donc c'est bien continu par morceau. Donc on ne peut pas conclure que f de x égale 0, quel que soit x, mais simplement que f de x égale 0 presque partout. On dit presque partout pour signifier qu'elle est nulle en dehors des points de discontinuité. Voilà. Et donc x est nul, de toute façon, lui, et donc on dit que norme P est une pseudonorme ou semi-norme. C'est plutôt pseudonorme le qualificatif que j'ai employé. Alors pour en faire une vraie norme, il faut définir une relation d'équivalence. Donc on dit que deux variables aléatoires de LP, donc qui ont un moment d'ordre P, sont équivalentes lorsque leurs deux fonctions de densité sont égales presque partout, c'est-à-dire qu'elles sont égales partout en dehors de tout point de discontinuité. Et maintenant, on définit l'espace L droit, c'est pour ça que je l'ai noté différemment, qui est l'espace LP quotienté par la relation d'équivalence précédemment définie. Alors je précise ce que ça signifie, parce que je me suis rendu compte l'année dernière que tout le monde n'avait pas forcément vu d'ensemble quotient, parlé d'ensemble quotient. Donc ça, c'est l'ensemble des, je vais noter entre crochets x, pour le signifier, tel que x appartient à LP. Donc LP de oméga, hein, je n'écris pas oméga, je vais de manière un peu plus concise. C'est-à-dire je note LK d'oméga qui est simplement LK. Et avec la notation crochet x, qui est aussi un ensemble. Donc un ensemble quotient, c'est un ensemble d'ensembles. Mais un ensemble d'ensembles, on connaît des ensembles d'ensembles. L'ensemble des parties d'un ensemble est un ensemble d'ensembles. Donc l'ensemble crochet x veut dire veut dire l'ensemble des y de LP rond, donc qui admettent un moment d'ordre P, tel que x est équivalente à y. Donc autrement dit, x et y ont la même densité en dehors des points de discontinuité. Et par amalgame, souvent on note pas les crochets. Les crochets vont être souvent enlevés. On notera ça en général x en faisant l'abus de notation classique. Et donc, dans ce sens, au sens de cette définition, c'est-à-dire l'application norme P, si je la passe au quotient, déjà c'est facile de vérifier qu'elle est cette fois-ci bien définie, et qu'elle définit donc une norme. Et c'est tout ce qui nous manquait. On a l'aspect, cette fois, si j'ai norme de x P qui est égale à 0, et bien cette fois j'ai bien fx qui vaut 0 presque partout. Donc j'ai bien x qui est nul dans LP. Donc c'est bien une norme sur LP. Bon, et c'est là que ça nous amène à quelque chose d'assez intéressant, parce que vous me direz pour l'instant, qu'est-ce que ça m'apporte de savoir que sur LP, j'ai défini une norme pour une variable aléatoire. Eh bien, c'est un résultat que j'admets, c'est ça qui va être important, c'est le fait que cet espace est complet pour cette norme. Donc là, je vous ai mis une référence, on ne va évidemment pas démontrer ça. Complet veut dire que tout de suite de Cauchy converge. On peut le voir aussi comme un sous-espace fermé d'un autre espace complet. Donc fermé veut dire que toute... Ça apporte quand même quelque chose, hein, qu'il soit fermé, c'est-à-dire que toute suite de variables aléatoires qui admettent un moment d'ordre P, qui convergent, eh bien la limite est toujours dans cet espace, c'est-à-dire qu'elle admet aussi un moment d'ordre P. Donc c'est un espace vectoriel normé complet, ce qu'on appelle un espace de Banach pour être pompeux, de Banach. Le CH dit Banach, l'axe Banach c'était me semble-t-il un allemand, donc ça se prononçait Banach.
Cette norme, donc là c'est valable pour tout P. Maintenant, si je me place dans le cas P égale 2, cette norme est issue d'un produit scalaire, qui est le produit scalaire espérance de xy. Et pour ce produit scalaire, donc c'est un produit scalaire, ce qui veut dire que L2 est un espace de Hilbert. Et c'est là où je vous renvoie à votre cours d'analyse de Fourier 1, que vous avez fait au semestre 1. Comme c'est un espace de Hilbert, on peut utiliser l'inégalité de Cauchy-Schwarz pour ce produit scalaire, qui me dit donc que espérance de xy carré est inférieure à espérance de x carré, espérance de y carré. Ce qui nous permet de définir la corrélation ainsi que la covariance. Donc la covariance, je l'ai déjà définie, alors en fait, donc je ne vais pas forcément y revenir. Si vous voulez, je vous la rappelle. Covariance, alors je vais effacer un petit peu là, je vous rappelle ce qu'est la covariance. C'est pour ça que c'est lié au produit scalaire, évidemment. Donc la covariance de x et y, il y en aura besoin après, donc je préfère quand même prendre le temps de le redéfinir. C'est espérance de x fois y moins espérance de x multiplié par espérance de y. Bon, voilà, je permets aussi de rappeler quelque chose, c'est qu'une propriété importante, où je vois que mes premières années actuellement, en corrigeant leur CS, se sont tous plantés là-dessus, c'est que si x est indépendante de y, alors la covariance est nulle. Parce que vous avez dans ce cas espérance de xy qui est égale à espérance de x fois espérance de y. Donc dans ce cas, la covariance est nulle. En revanche, la réciproque est fausse. C'est-à-dire, si je prends l'exemple classique de la loi, donc je vous donne le contre-exemple, hein, exemple de pourquoi c'est faux, rapidement, hein. C'est l'exemple xy, qui est une loi uniforme sur le disque unité, par exemple. Donc le disque unité, hein, le disque unité, c'est ça. C'est un peu pas facile de faire un disque, mais de rayon 1, et puis c'est tout ce qui est dans le disque. C'est ça le disque. Bien, et donc je peux montrer que dans ce cas, assez facilement, on peut montrer par symétrie que la covariance de xy, comme elle est égale à la covariance de x moins y, alors pourquoi? Parce que xy et x moins y, c'est les mêmes lois. Par symétrie du problème, c'est exactement les mêmes lois. C'est-à-dire x moins y est toujours une loi uniforme. On peut le montrer par exemple avec le théorème de transformation de densité. Mais du coup, par linéarité, par bilinéarité plus précisément, du côté droit, on obtient moins covariance de xy, ce qui veut dire que covariance de xy égale moins covariance de xy, donc on a bien covariance de xy qui est nulle. Et ça n'implique pas que xy sont indépendantes. Pourquoi? Parce que quand on calcule les lois marginales, donc on a assez facilement la densité conjointe, la densité du vecteur xy, et les lois marginales ne sont pas beaucoup plus difficiles à déterminer, mais on peut calculer que fx de x et fy de y, d'ailleurs je l'avais calculé je crois au... Ah mais oui, voilà, je l'ai calculé au CM d'avant, donc vous les avez dans le CM d'avant, et j'ai bien montré que ça c'était différent de fxy au point xy. Donc finalement je ne vais pas m'étendre sur la question parce que je me souviens que je vous en ai parlé de cet exemple-là au CM précédent. Donc ce qui veut dire que c'est bien un contre-exemple, c'est-à-dire que x n'est pas indépendante de y. Bon. Voilà, donc c'est bien un contre-exemple de l'implication réciproque qui du coup en général est fausse. Bon, tout ça c'était simplement pour vous définir, rappeler ce que c'était que la covariance, c'était mon objectif principal. Donc une fois qu'on sait la covariance, on peut définir le coefficient de corrélation. Donc je définis le coefficient de corrélation qui est la covariance divisée par le produit des deux écarts-types. Et là, c'est une proposition, c'est-à-dire c'est un résultat qui découle de Cauchy-Schwarz, qui vous dit que ça appartient à moins 1, 1, à l'intervalle moins 1, 1, et si le module vaut 1, alors y égale à x plus b, donc qui est la relation de corrélation, de régression linéaire, corrélation. Et la preuve, c'est simplement l'application de l'inégalité de Cauchy-Schwarz précédente aux variables qui seraient x moins e de x et y moins e de y. Vous remplacez dans cette égalité-là x par x moins e de x et y par y moins e de y.
En simplifiant, ça nous donne directement le fait que covariance au carré est inférieur à variance fois variance, c'est-à-dire que covariance en valeur absolue, je passe à la racine, hein, donc inférieure au produit des deux écarts types qui sont les racines des deux variances. Donc ce qui donne directement le fait que ça appartient à moins 1, 1. Et dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz, je ne l'ai pas rappelé ici, mais on dit, c'est assez général, hein, c'est un résultat dans les espaces de Hilbert, qu'on a égalité lorsque les vecteurs x et y sont collinéaires dans l'espace de Hilbert qu'on considère. Là, l'espace de Hilbert qu'on considère, c'est LP. Donc c'est-à-dire que x et y sont collinéaires dans LP. Donc on a y égale ax plus une constante b. Alors vous me direz, ça ne veut pas dire collinéaire, hein. C'est y égale ax collinéaire. Bah si, en fait, dans LP, le petit b, ça veut dire, c'est simplement lié à la relation d'équivalence, parce que b, c'est quelque chose qui ne va pas faire changer comment dire, bon, je répète ce que je viens de dire. La constante b vient du fait simplement que la covariance d'une constante fois z est nulle. Donc n'intervient pas là-dedans, elle est dans la relation d'équivalence. C'est pour ça qu'elle apparaît, cette constante b. Bon voilà, j'en dirai pas plus. Bon, la définition ici, on s'en fiche. Voilà pour la corrélation et les espaces, la covariance et la corrélation. Alors, maintenant, on va parler enfin des vecteurs gaussiens. Enfin, en tout cas, d'abord d'espérance et de matrice de covariance. Donc, pour l'espérance, pas grand-chose à dire, si ce n'est que, et ça vous l'avez déjà vu normalement dans votre premier TD, que l'espérance d'un vecteur aléatoire, c'est le vecteur dont les coordonnées sont les espérances des coordonnées du vecteur aléatoire. Vous voyez dans cette écriture, l'espérance de x, c'est le vecteur espérance de x1, espérance de x2, jusqu'à espérance de xn, qui est un vecteur de Rn, tout simplement. Et on peut généraliser, et là pareil, je ne donne pas de démonstration, mais on peut généraliser le théorème de transfert, qui vous dit que si h est une fonction qui va de Rn dans Rp, alors espérance de h de x, eh bien c'est intégrale de h de x fois la densité de x. Pareil dans le cas discret. Donc ça, on l'a vu en première année, ça se généralise en dimension n. Bon, c'est pas trivial, hein. Je me contente de ne pas vous donner la preuve, mais ça n'est pas du tout trivial, ça marche. Bon, rien de plus à dire sur les espérances. Vous avez déjà utilisé ça dans le TD numéro 1. Maintenant, les matrices de covariance. Donc, c'est-à-dire, quand on a un vecteur aléatoire, on ne peut pas parler de variance d'un vecteur aléatoire, ni de covariance d'un vecteur aléatoire. Donc on va parler dans ce cas de la matrice de covariance d'un vecteur aléatoire. Donc là, il faut que je vous explique quelques petites choses. Voilà la matrice de covariance d'un vecteur aléatoire dont les composantes sont notées x1, xn. Donc cette matrice, Vx1, Vx2, etc. V2, oh là, pardon, là il y a une erreur dans le cours, c'est V indice n, évidemment, c'est pas V-n, V indice n. V de x indice n. Donc cette matrice-là, vous voyez qu'elle est symétrique, hein, parce que les covariances, c'est une forme bilinéaire symétrique. Voilà. Donc cette matrice est symétrique, toujours, quoi qu'il arrive. Et ça constitue une bonne généralisation du cas n égale 1, parce que si n égale 1, la matrice de covariance, c'est simplement la variance de x1 qui est covariance de x1, x1. Covariance x1, x1, c'est égal à variance de x1. Et une proposition très importante, qui va nous servir beaucoup dans les transformations de matrices de covariance, parce que quand vous transformez à l'aide du théorème de transformation de densité, on peut se demander aussi comment est transformée la matrice de covariance. Eh bien, elle va être transformée de cette manière-là de la proposition 1.15. Donc, premièrement, la matrice de covariance vérifie ces trois propriétés. Il n'y a pas d'équivalence, c'est juste elle vérifie ces trois propriétés. Premièrement, la matrice de covariance d'une transformation affine AX plus B, eh bien c'est A fois gamma X fois transposé de A. Transposé de A, c'est simplement la matrice qui est la matrice A rotationnée de 90 degrés, c'est-à-dire les lignes deviennent les colonnes deviennent les lignes. Donc ça, c'est la première propriété. Deuxième propriété, elle est symétrique
positive. Alors, qu'est-ce que j'entends par positive? C'est-à-dire que pour tout x, tout vecteur x de Rn, eh bien, donc là j'ai mis transposé quand même si je m'étais dit que je m'affranchissais de cette contrainte de notation, pour que ça ait du sens, c'est-à-dire, comment dire, vecteur ligne fois la matrice de covariance fois vecteur colonne. Et ça donne quelque chose qui est dans R+, qui est positif ou nul. C'est la définition d'une matrice positive. Maintenant, gamma x est inversible si et seulement si les variables sont non affinement liées. Non affinement liées, c'est-à-dire que je dois avoir aucune relation de liaison affine entre les variables x1 et xn. Donc elles sont... et ça justifie le fait que le déterminant va être non nul. Bien. Et du coup, rapidement, les liens, les démonstrations de ça, donc là, le 1, calcul direct, voilà, c'est pas, vous l'avez dans le cours, c'est un calcul direct pour le 1. Voilà, je prends les notations et je calcule. Voilà, là, il n'y a pas de question à se poser. Voilà. Et par contre, pour les deux autres propriétés, il y a des raisonnements qui sont un petit peu plus fins. Alors, je vais les copier pour vous expliquer ça. Donc, je ne vais pas reprendre les calculs, évidemment, du 1. Voilà, c'est simplement des calculs extrêmement calculatoires. Et on prend coordonnée par coordonnée, ça n'a aucun intérêt que je le fasse là. Par contre, pour le 2, donc le 2, c'est... elle est symétrique positive. Donc symétrique, c'est bon, juste positive. C'est-à-dire que pour tout x, transposé de x, gamma de x, x positif. Alors pourquoi? Bon, elle est symétrique. Le caractère positif provient du fait que c'est la matrice de Gram pour le produit scalaire de L2 pour les variables centrées. Hein, comme j'ai dit dans Cauchy-Schwarz, dans le chapitre d'avant. Et comme c'est la matrice de Gram c'est toujours quelque chose qui est positif. Voilà, donc c'est un argument qui est très très théorique. Pour un produit scalaire, la matrice de Gram, c'est simplement la matrice qui est norme de x1 au carré, norme de x2, etc. Et puis produit scalaire x1, x2, produit scalaire x2, x1 qui est le même, etc. C'est ça la matrice de Gram, donc vous voyez bien que c'est exactement ça ici. Donc j'invoque un résultat plus général. L'inversibilité, maintenant, le déterminant de Gram est nul si et seulement si la famille est liée. Bon, voilà, ça justifie la proposition 3, l'assertion 3. Si elles sont non infiniment liées, du coup, eh ben, c'est inversible. Et la constante, encore, le caractère affine de la liaison vient du fait que la covariance est nulle. Et donc, pour la relation d'équivalence que j'ai définie précédemment, ça marche. Donc, voilà ce que vérifie la matrice de covariance. Et là, j'ai mis une remarque très importante. Alors, là, je vais aller doucement. Je reprends la première remarque. Là, il faut que j'arrive à la fin du chapitre, donc j'ai le temps de ralentir un petit peu pour bien vous expliquer. Parce que là, il y a une remarque importante qui parle des valeurs propres. Et les valeurs propres, on s'en servira. Donc, comme gamma x, la matrice de covariance, elle est symétrique. Peu importe qu'elle soit positive, définie positive, tout ça, elle est forcément symétrique. Donc, d'après le théorème spectral, elle est diagonalisable dans une base orthonormée. Autrement dit, il existe, et orthonormé pour le produit scalaire que je vous ai défini précédemment, dans L2. C'est-à-dire qu'il existe une matrice orthogonale. Donc orthogonale, ça veut dire dont l'inverse est égal à la transposée. Une matrice diagonale, formée des valeurs propres, évidemment. Alors, lambda 1, lambda n, il peut y avoir des égalités entre les lambda 1 et lambda n. Je ne les ai pas supposés tous distincts, je suppose simplement qu'il y en a n. Et tel que gamma x est égal à qd transposé de q. Donc elle est diagonalisable dans cette... avec une matrice orthogonale q. De plus, comme on vient de montrer par l'assertion 2 qui précède que cette matrice gamma x est positive, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que les valeurs propres sont positives. Au vu de la forme que vous avez ici, ça implique forcément que les valeurs propres sont positives. Et maintenant, on vous dit d'après le 3, positive ou nulle. Hein. Et maintenant, d'après le 3, la matrice est définie positive. Définie positive, bon, je vous explique que c'est définie positive. Définie positive, ça veut simplement dire, dans l'assertion 2, vous rajoutez un strictement. Au lieu du supérieur ou égal, vous rajoutez un strictement. Donc lorsqu'on a défini positive, ça signifie que ils sont non affinement liés et que les lambdas sont strictement positifs. Alors c'est plutôt dans l'autre sens, parce que ça signifie que les lambdas sont strictement positifs,
si on a un supérieur strict, bah forcément toutes les valeurs propres sont strictement positives, parce que la matrice diagonale doit être inversible, et le déterminant de la matrice diagonale, c'est le produit des valeurs propres. Donc il doit être non nul. Comme ce déterminant est non nul, ça signifie donc que cette matrice va être inversible. Comment dire si elle est définie positive, eh bien, elle va être inversible Bon, pardon, je répète, si la matrice est définie positive, alors les valeurs propres sont strictement positives, alors elle est inversible, et du coup, d'après le 3, les variables sont non affinement liées. Voilà. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire, inversible équivaut à les valeurs propres, tous strictement positives. Maintenant, des cas particuliers. Il faut que je parle de quelques cas particuliers. Donc les cas particuliers, eh bien, il y a par exemple les cas d'indépendance. Si les variables sont indépendantes, eh bien, il y a automatiquement le fait que la matrice est diagonale, parce que si les variables sont mutuellement indépendantes, ou 2 à 2 indépendantes, ça suffit, eh bien toutes les covariances sont nulles, c'est ce que j'ai dit précédemment, et donc la diagonale est simplement formée des variances. Voilà, c'est un cas assez simple, mais c'est un cas important. Je vous passe l'exemple. Pas le temps de parler de l'exemple, c'est un petit exemple classique avec une loi de Bernoulli, donc vous pouvez regarder l'exemple. La matrice de corrélation, alors comment ça se définit la matrice de corrélation? Bon, ça ressemble beaucoup à la matrice de covariance, mais... oula, j'ai fait un truc que je ne connais pas, là. Pardon. Voilà. Donc, quelques remarques. La matrice de corrélation, donc je pars d'un vecteur aléatoire, dont toutes les variables sont dans L2, toutes les composantes sont dans L2. On peut alors définir la matrice de corrélation. Cette matrice de corrélation, j'ai souvent noté Rx, et dont les composantes correspondent au coefficient de corrélation entre chacune des variables de Z2. Donc, on a vu dans la partie précédente, avec le Cauchy-Schwarz, etc., le coefficient de corrélation, que cette matrice est forcément symétrique avec des 1 sur la diagonale. Pourquoi des 1 sur la diagonale? C'est corrélation entre x1, x1. Par exemple, corrélation entre x2, x2, c'est toujours 1. Et de plus, elle vérifie exactement les mêmes propriétés que la matrice de covariance. C'est simplement que la matrice de corrélation, chaque coefficient, c'est les coefficients de la matrice de covariance qui sont simplement divisés par le produit des écarts-types. Et lorsque les variables sont centrées et réduites, lorsque les écarts-types sont de 1, eh bien la matrice de covariance, c'est la même que la matrice de corrélation. Cette matrice a une utilité. La principale utilité, c'est de dégager des liaisons entre des caractéristiques de x, et elle est utilisée sur des choses qu'on ne fera pas dans ce cours, mais qui sont assez intéressantes quand on fait des statistiques inférentielles, qui est la régression linéaire multiple, ou alors le truc que les psychologues adorent, c'est l'analyse par composante principale. J'avais donné des cours dans un master de psychologie à Angers, et il y avait beaucoup d'analyse par composante principale. C'est-à-dire, on a un espace vectoriel de dimension n, et on essaie de faire des projections pour voir quelle est la variable qui a le plus de causes, le plus d'effets. Alors je sais que c'est des raccourcis, cause-effet ça ne veut rien dire en maths, mais les psychologues voulaient avoir ces raccourcis, donc il fallait parler de cette manière. Bref, c'est l'ACP, l'analyse par composante principale. Voilà, j'en dis pas plus. Donc voilà, j'en arrive au vecteur gaussien. L'exemple, c'est le retour dans l'exemple précédent avec la matrice de corrélation, je vous le laisse. Vecteur gaussien. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un vecteur gaussien? Alors, pourquoi les vecteurs gaussiens déjà, pourquoi les vecteurs gaussiens? Je vous ai mis ici à plusieurs titres. Premièrement, la loi est entièrement déterminée par les moments d'ordre 1 et 2, comme la loi normale classique. La loi normale, ça dépend uniquement on peut la caractériser, sa densité dépend uniquement de l'espérance et de la variance, donc de mu et sigma. Et bien pour les vecteurs gaussiens, c'est uniquement de l'espérance et de la matrice de covariance. C'est pour ça que j'ai passé un petit moment à vous parler de matrice de covariance. Et tous les calculs probabilistes sur des vecteurs gaussiens se ramènent à des manipulations d'algèbre linéaire, c'est-à-dire dans R puissance n, qui est un espace vectoriel. Sur l'espérance, c'est la matrice de covariance. Voilà.
Donc là, je vous rappelle ce que c'est que la densité d'une loi normale, deux moyennes d'espérance mu et des variances sigma carré, comme j'ai déjà rappelé précédemment. Donc là maintenant, je vous définis ce que c'est la densité, et là c'est vraiment, je pose une définition, donc je ne m'embête pas pour l'instant à vous la justifier, voilà, je pose la définition. Un vecteur gaussien, donc je définis deux vecteurs constants, enfin un vecteur constant et une matrice constante. Donc le vecteur c'est mu, je le note mu, c'est un vecteur de Rn, j'insiste, donc c'est mu1, mu2, mu3 jusqu'à mu(n), et gamma, une matrice symétrique définie positive. Alors j'ai mis Mn de R, mais comme elle est, je vous rappelle, définie positive, symétrique, elle est inversible et elle est diagonalisable dans une base orthonormée, les valeurs propres sont strictement positives, donc en fait, d'après ça, gamma appartient, et c'est même plus fort, hein, enfin, je mets une implication ici, ça implique que gamma est inversible. Gamma appartient à GLN de R. Voilà, ça justifie ce que j'ai mis ici, quoi, hein. Elle est inversible. Donc on dit qu'un vecteur gaussien, c'est la généralisation d'une loi normale, ou une loi gaussienne vectorielle, de paramètres mu et gamma, et on note de la même manière qu'une loi normale, lorsque la densité de ce vecteur s'écrit de la manière suivante. Alors si vous prenez dans cette chose-là n égale 1, on retrouve exactement la loi normale de moyenne mu et de variance, le premier coefficient de la matrice gamma, qui est la variance. Voilà. Coefficient en position 1, 1. On a le racine de 2π, hein, n sur 2, vous voyez, si n égale 1, ça donne bien racine de 2π. Et racine du déterminant, c'est le sigma qui arrive ici, qui est l'écart type, c'est-à-dire la racine de la variance, dans le cas n égale 1. Donc voilà, cette définition fait bien sens, au sens que ça généralise tout à fait une variable aléatoire normale. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit juste ici. Voilà. Ah oui, et si, il y a quand même une petite chose, c'est quand même la matrice inverse, elle est entièrement déterminée aussi. C'est-à-dire gamma moins 1, donc c'est les matrices Q de la matrice de passage, hein, c'est la matrice Q, et puis D-1, ou D-1 comme c'est que la diagonale, D-1 c'est simplement 1, c'est simplement les inverses des coefficients diagonaux qui sont les valeurs propres. Ensuite, si n égale 1, eh bien on retrouve la loi normale. Ensuite, définition, si mu égale 0 et gamma égale la matrice identité, on dit que x, si c'est un vecteur gaussien, avec ces paramètres-là, on dit que c'est la loi gaussienne standard, ou le vecteur gaussien standard, ou centré réduit. Alors, quelque chose que je n'ai pas montré, mais que je ne vais pas, passer trop de temps à expliquer, eh bien, c'est simplement que, avec cette définition, on a espérance de x égale mu, et gamma x égale gamma. C'est-à-dire, il faut montrer, si je pose comme cette définition, que l'espérance de x, c'est le vecteur mu, et que la matrice de covariance de x, c'est bien la matrice gamma posée au départ. Et comme je vous le dis, c'est pas du tout évident. Bon, voilà, et moi je fais la démonstration simplement dans le cas où la matrice est diagonale. Hein, ce qui est un cas très... c'est pas du tout le cas général, en fait. Bon, c'est vrai dans le cas général, mais j'ai décidé de ne pas vous faire de démonstration trop compliquée. Voilà. Donc je préfère vous laisser lire cet item 4, qui n'est pas forcément essentiel pour la suite du cours, mais qui justifie le fait que l'espérance c'est bien mu et la matrice de covariance c'est bien gamma. Donc on va pouvoir l'utiliser. Bon, j'ai presque tout dit sur les vecteurs gaussiens. Presque. Parce que je vois maintenant se profiler le temps qui passe, voilà, donc je vais essayer d'être bref pour la fin, je vais essayer de ne pas faire une vidéo qui dure complètement 2 heures quand même. Une proposition intéressante qui va à l'encontre des autres lois, c'est pour ça qu'elle est intéressante, c'est-à-dire les composantes d'un vecteur gaussien sont toujours des gaussiennes, avec les paramètres qu'il y a ici. Et la réciproque est fausse. Bon, là, je vous mets un exemple dans le cas où la réciproque est fausse, mais comment dire la réciproque, c'est-à-dire si vous prenez des composantes gaussiennes, bon, forcément qui ne sont pas indépendantes, ou non, oui, voilà, qui ne sont pas indépendantes, eh bien on peut montrer que dans l'exemple qui suit là,
que le vecteur n'est pas un vecteur gaussien. Donc la réciproque, voilà, est bien fausse. Mais outre le fait que la réciproque est fausse, déjà l'implication directe n'est pas valable pour tout type de vecteur aléatoire. Vous avez vu dans le TD numéro 1 que quand on prenait un vecteur uniforme, bah c'est encore l'exemple archétypique de la loi uniforme sur le disque unité. Quand vous prenez XY qui est une loi uniforme sur le disque unité, vous avez les lois marginales qui sont déterminées en intégrant variable par variable. Et ces deux lois marginales ne sont pas des lois uniformes. On l'a montré en TD et puis je l'ai montré dans le premier CM. Ce ne sont pas des lois uniformes, et donc cette proposition pour un vecteur uniforme est mise en défaut. Voilà, donc ça marche pour les vecteurs gaussiens, ça marche dans certains cas, mais dans le cas général pour d'autres vecteurs, ça n'est pas vrai. Voilà, donc je vous passe l'exemple, pour essayer de vérifier, c'est assez amusant. Donc je vous passe, j'ai pas le temps de m'attarder sur les exemples. Les exemples, c'est vraiment, je vous les ai mis dans le but que vous puissiez approfondir certaines notions en vous les appropriant de manière individuelle, si vous voulez. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part, mais moi je ne veux pas passer trop de temps sur les exemples, sauf si je les trouve vraiment pertinents pour expliquer une notion. Mais je pense que là, il n'y en a pas forcément besoin pour l'instant, en tout cas. Bien, une dernière proposition qui va être démontrée en TD. C'est pour ça que je vous ai mis cette proposition et l'essai en exercice. Démonstration, l'essai en exercice, parce qu'on va le faire dans le TD, en fait. Donc, voilà. Alors, soit X un vecteur gaussien de loi, de moyenne mu et de matrice de covariance gamma X, A une matrice, B un vecteur de taille convenable, voilà, pour que ça marche, alors AX plus B est aussi un vecteur gaussien. Et en plus, sa loi est caractérisée de la manière suivante. Et puis ça, je choisis de ne rien dire de plus, parce que vous allez le démontrer, en tout cas pour B égale 0, vous allez le démontrer en TD. Voilà, c'est l'exercice, il me semble, 2.3 ou 2.4. Vous allez le faire lors du TD numéro 2. Voilà. Donc ça, TD numéro 2, vous allez le faire. Bon, après, vous allez le faire pour B égale 0, mais ça va pas... c'est le même raisonnement si vous prenez B non nul. Et vous allez utiliser ce résultat ensuite pour le dernier exo du TD numéro 2. Dans un cas particulier où on va vous poser une matrice A, un vecteur B, et puis faire le travail avec ça. Voilà. Donc c'est un cas intéressant aussi, hein. C'est pareil, rien ne dit que c'est vrai pour d'autres pour d'autres variables aléatoires, hein. Par exemple, non, j'ai pas d'exemple en tête en fait, mais rien ne dit que c'est vrai pour d'autres variables aléatoires. Vous avez le théorème qui s'applique, le théorème de transformation de densité pour une transformation affine, voilà, et qui vous dit en général que la densité de AX plus B en un certain point, voilà, c'est simplement la densité de X, donc en un point je vais appeler Y, c'est la densité de X au point A-1 de Y moins B, divisé par valeur absolue déterminant de A. C'était le premier exemple d'application du théorème de transformation de densité. Mais bon, rien ne dit que la loi de X et la loi de X plus B sont les mêmes en général, et bien pour un vecteur gaussien, si. Voilà, ce qu'on peut savoir dans les vecteurs gaussiens. Je vous ai mis quelques petits exemples. Ah non, c'est lié à l'exemple précédent, quand on bouge un petit peu les paramètres d'un vecteur gaussien, d'une surface gaussienne. Bon, voilà. Bien, donc avant de passer à l'exercice 2, au chapitre 2, en fait je ne vais pas y passer aujourd'hui. Je m'arrête ici pour ce CM, et encore une fois je m'excuse que ce CM soit au format vidéo. Par contre, je vous conseille de le visualiser, surtout pour les groupes qui ont TD numéro 2 avant lundi. Parce que moi, par exemple, j'ai mes groupes lundi après-midi, et il faudrait que ce CM soit visualisé, en tout cas que vous sachiez de quoi on parle quand on va parler de vecteurs gaussiens, principalement, et de matrices de covariance et d'espérance. Il faut qu'on sache de quoi on parle. Je ne vous dis pas de retenir tout ce qui a été dit de manière théorique dans l'espace de Hilbert, le produit scalaire, etc., mais de savoir ce que c'est que la matrice de covariance, l'espérance, un vecteur gaussien, transformation affine de vecteurs gaussiens, etc., etc. Voilà, je vous dis à bientôt, et encore désolé pour vendredi matin, et
Je vous invite vraiment à visualiser cette vidéo assez rapidement, en tout cas avant votre TD numéro 2. Voilà, merci à tous. Au revoir.